Donc, moi, je me présente, je m'appelle Chloé Andriès, donc je suis une des fondatrices et rédactrices en chef de Médor, qui est un magazine trimestriel d'information et surtout d'investigation et de récits structurés en coopérative en Belgique. Grosso modo, donc ça veut dire que tous les 3 mois, depuis 3 ans, on propose sur 128 pages des enquêtes de fond qui essayent de traiter des principaux enjeux démocratiques et des récits qui partent à chaque fois d'une histoire particulière mais qui racontent un peu les enjeux démocratiques de notre société. Et il y a quelques mois, en avril, on a décidé de mener ce qu'on a appelé une enquête ouverte. Donc c'est notre première enquête ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire une enquête ouverte? C'était que on a essayé de repenser notre mode de fonctionnement en tant que journaliste. On s'est dit, plutôt que de partir classiquement du journaliste qui a une info sur telle structure, telle chose, qui tire son fil, recoupe ses infos, ensuite publie et éventuellement ensuite a un retour des lecteurs. Là, on s'est dit, on va prendre un thème qui est très large, qui concerne tout le monde, un peu le thème où tout le monde sait que l'alcool a une place prépondérante dans notre vie, c'est bien connu, mais on a du mal à obtenir des données chiffrées, à obtenir des faits, à tomber sur quelque chose. Et il nous a semblé que l'alcool, c'était vraiment la question par laquelle on pouvait commencer, parce que l'idée, c'était donc vraiment de ne pas traiter l'alcool sous l'angle santé, sous l'angle addiction, mais vraiment quelle place a l'alcool dans notre société aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. Anne-Sophie, quand elle a commencé à présenter le panel de maintenant, c'est vraiment ça, en fait, les questions qu'on se posait au départ. Et donc, on a mené cette enquête en créant une plateforme Internet sur laquelle on a demandé à nos lecteurs et plus largement aux lecteurs de notre site de participer, de nous envoyer des infos, de répondre à un questionnaire qu'on a mené sur cette thématique-là. Et on a donc on m'a demandé de présenter un peu les principales conclusions de notre enquête. C'est-à-dire qu'on a on s'est concentré assez vite sur 3 volets. D'une part, le volet l'alcool au travail, qui a déjà été publié dans nos derniers numéros. D'autre part, l'alcool au quotidien dans notre vie de tous les jours, qui va être diffusé lundi prochain. Et donc je vous propose aujourd'hui, si quelqu'un veut surfer avec moi sur le site en étant nos bêta-testeurs, parce que le site que vous voyez là, en fait, il n'est pas encore tout à fait finalisé. Donc on pourra ensuite surfer ensemble sur ce site et découvrir les principaux résultats du questionnaire. Et le 3e volet qui sera lui publié en décembre et donc sur lequel je ne vais pas pouvoir vraiment vous parler maintenant, c'est le volet qui concerne le poids économique de l'alcool et donc le poids des lobbies. Alors, grosso modo, sur l'alcool au travail, on a développé 3 axes. L'axe politique, mais ça parce que j'ai pas le temps de parler de tout, donc je vais le laisser un peu sur le côté, juste pour vous dire qu'on a fait un grand entretien notamment avec 2 ténors du PS, Rudy Demotte, qui lui ne boit pas du tout, pas une seule goutte d'alcool, et Charles Piquet, qui lui se définit comme bon vivant, hein, sous-entendu les autres sont des mauvais vivants peut-être. Et donc voilà, mais en tout cas ce qui était intéressant, c'était que dans cet entretien, on voyait très bien comment, même dans la sphère politique, l'alcool est aux tables des négociations, elle est dans les campagnes électorales, et quand on ne boit pas d'alcool, on est aussi vu parfois comme celui qui a des choses à cacher, ou celui qui est trop froid, etc. Donc ça c'est un premier volet. Mais sur le volet travail, on a notamment, grâce à l'apport de médecins qui nous ont contactés assez vite en nous disant il y a un problème dans notre profession sur le rapport à l'alcool. Et nous, à travers des recherches qu'on a menées, on s'est rendu compte que la consommation d'alcool chez les médecins, surtout chez les spécialistes, donc surtout les chirurgiens, les anesthésistes, les gynécos et les psychiatres consomment, j'ai oublié les psychiatres, je ne sais pas pourquoi, consomment 2 fois plus d'alcool que la moyenne. Et donc nous, ça nous a mené à nous poser cette question et faire une immersion en fait dans principalement les hôpitaux, parce que dans la structure hospitalière, il y a quelque chose qui est renforcé dans le pouvoir de l'alcool, parce qu'il y a vraiment une mise sous pression des médecins encore plus forte peut-être qu'en libéral ou qu'ailleurs. Et donc on a comme ça pu décoder un peu cette place prépondérante de l'alcool chez les médecins, qui est liée à quoi? En fait, à des choses très simples, mais qu'on a pu vraiment montrer avec des témoignages et de façon assez simple mais forte, que d'une part, il y a donc un élément qui est le fait que c'est des métiers qui sont complètement sous pression,
Quand on est chirurgien, on a constamment la vie de quelqu'un, enfin constamment, en tout cas, parfois il nous arrive d'avoir cette espèce même de sensation d'être Dieu, d'avoir le pouvoir de vie et de mort, c'est quelque chose qui est pas mal revenu et qui génère du stress. Il y a une étude française qui montre que chez 30% des médecins qui travaillent en bloc opératoire, on leur a demandé d'évaluer leur niveau de stress et ils l'évaluaient à 8 sur une échelle de 1 à 10. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Il y a aussi le fait que pour un médecin qui travaille dans des cadences de plus en plus infernales, on a une boisson, l'alcool, qui est à portée de main, qui est très facilement consommable, qu'on peut acheter à chaque coin de rue, qui nous permet de lâcher la pression de façon très rapide, alors il peut y avoir des effets sur le moment, mais bon, le lendemain, généralement, à part une gueule de bois, voilà. Alors que si on veut se détendre sainement, commencer à aller mettre ses chaussures de sport, aller faire le tour du parc ou que sais-je, ça prend beaucoup plus de temps. Et quand on n'a pas de temps, l'alcool devient une drogue très efficace, très puissante, qui a des effets positifs en fait, et aussi des effets négatifs, mais c'est pour ces effets positifs qu'on apprend au départ. Donc ça, c'était, voilà, c'est pour vous dresser un petit peu le portrait de cette enquête qu'on a menée sur les médecins, sachant que pour nous, ça a été vraiment une découverte, parce qu'au départ, quand on parlait alcool-travail, on n'a pas du tout pensé qu'on allait déboucher sur une enquête sur l'alcool chez les médecins. Ça ne semblait pas être une profession particulièrement problématique au niveau de l'alcool. Et alors, le sujet que je vais vous présenter via le site internet, c'est maintenant donc le volet plus intime. Quel est notre rapport, qu'on soit médecin ou autre, ou jardinier ou agriculteur, quel est notre rapport à l'alcool? Et donc les résultats seront disponibles lundi prochain, mais je vous invite, donc si vous avez un smartphone que vous voulez voir, cliquer en même temps et errer sur le site pendant que je vous embête avec mes conneries, vous pouvez cliquer sur, faire l'URL medor.coop/alcool. Et sinon, voilà, on va commencer. Donc, passez votre commande. Donc, nous, on a mené un questionnaire. Donc, pendant 3 mois, on a eu 2590 réponses. Je vais tout de suite parler du panel, entre guillemets. Donc, il ne se voulait pas scientifique, notre questionnaire. Mais voilà, on ne savait pas exactement, c'était quelque chose dont on naviguait un peu à vue, mais il s'est révélé tout à fait intéressant, parce que sur le panel, donc on n'est pas du tout représentatif de la population belge en général, mais on a un échantillon, et ça c'est les différents experts qu'on a rencontrés qui nous ont dit qu'on avait un échantillon qui pouvait dire des choses solides sur une toute petite partie de la population très homogène. C'est en gros les 25-50 ans surdiplômés, ou en tout cas qui sont... on a 60% de diplômés de l'universitaire. Et c'est intéressant parce que ces personnes passent généralement un peu sous les radars des personnes qui travaillent sur l'alcool. Et notamment les questions qu'on a posées, qui étaient des questions plutôt qualitatives, quel est votre rapport, etc. à l'alcool, c'est des choses que tous les chercheurs observent, ce rapport ambigu qu'on a à l'alcool, mais pour lesquels on a finalement assez peu de données en fait. Et donc là, on dit que je suis un lecteur pressé, curieux, bourré, globalisé. Racontez-moi ça dans les grandes lignes, je vais vous faire un petit topo global. Voilà, le constat majeur qui ressort de ce questionnaire, c'est impression de boire bourré, de boire à l'excès, de raconter des conneries bourrées ou d'abuser d'autres personnes sans pour autant vouloir arrêter. Aucun autre produit n'a un effet aussi ambigu sur nos comportements. Alors pourquoi on en est arrivé à cette conclusion ? Là, on va aller sur trop plein. Je vous donne les principaux résultats du questionnaire. Alors ici, comme je vois rien, je vais... Voilà, donc on a quand même 60% de nos répondants qui pensent qu'ils boivent trop ou parfois trop, et sachant qu'il y a 5% de nos répondants qui ne boivent pas. Donc on a une énorme majorité déjà de buveurs, et 60% pensent qu'ils boivent trop ou parfois trop. Un quart de nos répondants a déjà menti à son conjoint sur sa consommation d'alcool. Ce qui nous a semblé assez interpellant, mais voilà. Et la moitié s'est déjà sentie obligée de boire pour ne pas plomber l'ambiance, et même un quart dans une situation professionnelle. Et plus interpellant, un quart de nos répondants a déjà fait subir des violences physiques ou verbales sous alcool à son partenaire. Un quart des répondants, voilà, on a trouvé que c'était assez troublant. Et on a donc demandé l'avis d'experts qui travaillent sur l'alcool. Et on a notamment
discuté avec un certain Pierre Morage, ici présent peut-être dans la salle, qui nous a éclairé, voilà, là c'est l'analyse de notre expert, sur quelque chose en fait qui nous semblait au départ un peu conceptuel. L'alcool, aucun produit n'a un effet aussi ambigu, il n'y a aucun produit pour lequel on a un rapport aussi ambigu. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos répondants pensent qu'ils boivent trop, mais en parallèle, 80% d'entre eux se sentent tout à fait prêts à arrêter du jour au lendemain et à réduire quand ils veulent. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils boivent trop, ils ont les capacités intellectuelles, les connaissances suffisantes puisqu'ils sont surdiplômés pour se dire peut-être que, logiquement, si je pense que je bois trop, je dois peut-être éventuellement me modérer ou arrêter, mais non, je continue. Sachant qu'en même temps, 43% de ces mêmes répondants ont déjà nous ont avoué, parce qu'on leur a demandé, avoir pratiqué des roulages de pelle ou des caresses non désirées ou regrettées sous alcool. Un quart a déjà commis des violences physiques ou verbales, mais ce n'est pas suffisant, la balance bénéfice-risque n'est pas suffisante pour faire arrêter l'alcool. Et Pierre Morage nous expliquait que c'est une donnée qui n'est pas du tout à négliger ce côté positif de l'alcool qu'on a et qui explique ce rapport hyper ambigu qu'on a à l'alcool. Et alors, autre chose de très intéressant, c'est qu'on a posé la question de la modération. On a demandé à nos répondants, pour vous, c'est quoi la modération? C'est quoi boire avec modération? Et ensuite, un peu filou, on leur a demandé, et au fait, sinon, vous buvez quoi, vous, généralement? Et on s'est rendu compte que parmi nos répondants, les gens définissent la modération en la calquant sur leur propre façon de boire. C'est-à-dire que les gens qui boivent un petit peu tous les jours, pour eux, boire modérément, c'est boire peu importe la fréquence, mais ne jamais être sous. Pour les gens qui ne boivent pas souvent, mais qui se font de temps en temps un binge drinking, enfin qui boivent avidement une fois de temps en temps, pour eux, la modération, c'est quoi? C'est ne pas boire fréquemment, mais ils ne parlent pas de quantité. Et donc, cette notion qui paraît un petit peu abstraite comme ça, c'est une notion fondamentale pour comprendre, et ça on s'en est rendu compte au fur et à mesure, et grâce à l'analyse de nos experts, c'est une notion fondamentale pour comprendre ce rapport vraiment ambigu qu'on a à l'alcool, et qui est aussi dans lequel s'engouffrent les alcooliers en fait. Parce que ce concept de modération, c'est un concept qui a été créé par les alcooliers, et qui est très flexible, très flou, et qui permet à chacun, aux alcooliers, de se donner une bonne conscience, si vous voulez, et c'est pour ça qu'ils freinent aussi des cas de fer, eux, pour qu'on n'objective pas sur les étiquettes de bouteilles de vin ou autres cette notion de modération. Donc ça, c'est quelque chose qui, on va dire, c'est les principaux enseignements qu'on a tirés de cette enquête. Je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps. Ouais. Et donc, si on va un petit peu plus dans le détail, alors pour ça, il faut retourner sur Accueil. Normalement, il ne faut pas retourner sur Accueil, mais sur ce navigateur-ci. Donc là, on va aller voir. Je suis journaliste statisticien, coupeur de cheveux assoiffé. Montrez-moi les résultats exhaustifs et vos analyses. Et donc vous voyez, on a, si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur le site, on a ensuite essayé d'affiner notre réflexion et notre analyse, et on a dégagé 3 thèmes, c'est l'alcool et l'éducation, femmes et hommes, quelle différence, et l'alcool, un problème de riche. Et donc si on va sur, j'ai envie de voir tous les résultats du questionnaire, ding, donc la visualisation est un peu particulière parce qu'on a constitué notre site et notre questionnaire un peu comme un chemin que chacun empruntait à sa guise en fonction de ses réponses. Et donc ensuite, on visualise les résultats de façon un peu académique, c'est-à-dire que vous visualisez les résultats en fonction des chemins plus ou moins empruntés par les répondants. Donc ici, on voit donc les questions basiques. Je suis un homme, quel est votre rapport à Belgique? Je suis belge. Donc là, c'est un peu le panel. Vous voyez, les diplômes, ils sont à 60%. Universitaire, que faites-vous de vos journées? Je travaille. Peut-on réussir sa vie sociale? Boire avec modération, ça veut dire quoi pour vous? Donc là, c'est toute la partie dont je viens de parler. Et alors, quand on arrive dans les questions, avez-vous déjà accepté ou pratiqué un roulage de pelle ou des caresses non désirées regrettées sous emprise d'alcool? On a 43% de oui. Des relations sexuelles, on a quand même 26,99% de oui. Avez-vous déjà couché le premier soir sans avoir bu d'alcool? On n'a que la moitié, un peu plus de la moitié des gens qui n'ont jamais couché le premier soir sans avoir bu d'alcool. C'est-à-dire que la moitié d'entre nous a toujours couché pour la première fois avec quelqu'un en ayant bu un petit coup.
pas parce qu'ils voulaient oublier tout de suite, hein, mais sûrement parce que pour ses effets justement positifs de désinhibition et voilà, parce que l'alcool a des vertus sociales évidentes. Et on voit, et je descends, tac, tac, tac. Avez-vous déjà profité d'une personne? Donc il y a quand même 5% des gens qui savent plus trop, qui se rappellent plus s'ils ont déjà profité d'une personne sous emprise d'alcool pour avoir des relations sexuelles. Mais bon, ça on n'a pas voulu l'analyser, c'était trop déprimant. Et vous êtes-vous réveillé? Avez-vous déjà subi une forme de violence physique ou verbale d'un partenaire parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool? Donc on a 40% des gens qui ont déjà subi une violence d'un partenaire sous alcool. Et là, sur cette question et à la question de avez-vous déjà été auteur d'une forme de violence physique, où on a 25% des gens qui ont déjà été auteurs, on a une nette différence entre les femmes et les hommes, ce qui nous amène à notre rubrique hommes et femmes. Quelle différence? L'alcool est aussi une histoire de genre. Et là, on s'est rendu compte qu'en fonction de si on est un homme ou une femme, les femmes sont beaucoup plus souvent victimes, se déclarent beaucoup plus souvent victimes de violences physiques ou verbales, mais elles sont à 60% à se déclarer avoir été victimes, mais elles se déclarent aussi plus souvent que les hommes auteurs ou autrices de violences physiques ou verbales sous alcool. Alors là, on s'est dit, bon, soit il y a une erreur quelque part, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là, c'est l'objet de cet article-là, où face à ces données, donc c'est de la violence auto-perçue, hein, donc il faut prendre ça avec des pincettes, il faut prendre les chiffres pour ce qu'ils sont aussi, hein. Je ne veux pas faire dire ce qu'on ne peut pas dire avec ces chiffres, mais donc à cette question, on a donc soumis cette espèce d'incohérence à une chercheuse qui s'appelle Stéphanie Demoulin, qui nous expliquait que pour elle, en fait ça ne l'étonnait pas vraiment, elle disait cette différence pourrait s'expliquer tout simplement parce qu'on appelle, dans le jargon de la recherche en psychologie, le changement de standard. Alors j'imagine que si vous êtes des professionnels de la santé, ça dit quelque chose sûrement à pas mal d'entre vous. Mais donc en gros l'idée c'est que quand on évalue le comportement d'un individu, on l'évalue selon des présupposés, selon des préjugés de genre, et pour ce qui est de l'alcool et de la violence, les hommes, on va dire un même comportement violent est jugé moins violent si c'est un homme qui le commet que si c'est une femme qui le commet. Pareil pour l'alcool, un homme qui boit, c'est jugé normal, une femme qui boit, c'est jugé un peu moins normal. Et donc tout ça peut expliquer pour elle assez facilement que ce n'est pas une différence factuelle, mais c'est une différence de perception, c'est-à-dire qu'une femme qui a répondu à notre questionnaire, plus souvent, si elle a vociféré contre son compagnon à décibels égal que lui a vociféré sur elle, elle peut avoir coché « oui, j'ai déjà été violente », alors que son compagnon aurait peut-être pas coché cette case. Donc voilà, ça nous semblait quand même quelque chose d'assez intéressant, sachant qu'en fouillant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'études qui étaient faites sur la corrélation entre, ou alors on ne les a pas trouvées et on aimerait bien être éclairé, sur le rapport entre alcool et violence dans le cadre des études de genre. Et la seule étude qu'on a trouvée, c'est une étude européenne qui malheureusement ne traite pas de la Belgique, mais qui sur un panel assez large, a démontré, alors attendez, parce que je ne me souviens plus des chiffres. Voilà, donc dans un rapport européen de 2016, 63% des Européens interrogés déclarent s'être retrouvés au moins une fois menacés ou s'être sentis menacés par une personne, connue ou inconnue, sous influence d'alcool. Et la proportion des femmes est légèrement supérieure aux hommes, mais pas énorme. En revanche, dès que c'est une personne connue de l'entourage qui a commis cette violence ou qui a provoqué cette situation menaçante, là, le nombre de femmes double. Par rapport à la proportion de femmes double par rapport à celle des hommes. Donc voilà, c'est un élément qui nous a semblé intéressant, mais c'est la seule étude un peu fiable et complète qu'on a trouvée sur le sujet. Ensuite, on a aussi, si on retourne sur nos résultats, ils sont ici. Je finis vite fait. Êtes-vous en couple? Donc après, on a posé toute une série de questions sur à quel âge vous avez commencé à boire, est-ce que c'est aux parents d'apprendre à boire ou pas, et on s'est rendu compte que 11% de nos répondants ont bu leur premier verre avant 12 ans, 78% entre 12 et 16 ans, donc en gros, quasiment tout le monde a déjà bu avant 16 ans. De même, quasiment tout le monde a été initié à l'alcool en famille ou entre amis. Et or, et ça,
ce qui est assez contradictoire, c'est qu'aujourd'hui en Belgique, il est interdit de consommer de l'alcool avant 16 ans. Donc tout le monde contrevient à la loi, et il est interdit pour quelqu'un de majeur, donc un parent, d'offrir une petite coupette à son fils ou sa fille avant ses 16 ans. Donc tout le monde contrevient. Mais alors, et à la question suivante, est-ce que vous pensez que c'est le rôle des parents de servir un peu d'alcool à leurs ados pour les éduquer au goût et à la consommation raisonnée? Bon, là, les chiffres sont tous 30-30-30. En gros, personne ne sait ce qu'il faut faire, et donc il nous semble que des travaux, comme par exemple les travaux de Martin de Duve et ces débats-là, donc on a fait toute une série d'articles où on pose le débat parce que tout le monde n'est pas d'accord sur est-ce que c'est aux parents de confronter son enfant à l'alcool de façon raisonnée, de lui apprendre à boire de façon raisonnée. Les avis divergent, mais donc on a fait toute une série d'articles là-dessus. Mais c'est en tout cas quelque chose où pour l'instant il reste un vide et où ça nous semble intéressant. Nous, en tant que journalistes, on se dit, voilà, il y a quand même un débat démocratique intéressant derrière ça. Et la dernière question qui nous a semblé relevante, c'est l'alcool est-il un problème de riches? Parce que donc nous, tous nos répondants, et ça, bon, c'est peut-être parce qu'on est très grand public, on n'est pas spécialisé sur l'alcool au départ, pour nous, il n'était pas évident que plus on est riche, plus on consomme de l'alcool. Or, visiblement, c'est le cas. Et donc, on a fait voilà, tout un décodage sur le fait que l'alcool, donc ça veut dire qu'on boit plus fréquemment, même si les chiffres sont pas il n'y a pas des énormes différences, mais quand plus on monte en quintile de richesse, on va dire, plus on est confronté à l'alcool de façon régulière. En revanche, la consommation problématique, là, pour la consommation problématique, on est quasiment à égalité, en fait, si on prend les différents types de populations, de niveaux socio-économiques. Et voilà. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site à partir de lundi prochain. Et n'hésitez pas, si quelqu'un dans la salle a tapé l'adresse et voit des bugs, à nous les signaler, parce qu'on est toujours preneur de correction. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite la parole.